Au cœur de la Suède, sur les rives majestueuses du lac Vättern, se dresse Jönköping, une ville pittoresque dont la quiétude apparente dissimule une ombre tenace. Ici, l'arôme du pain fraîchement cuit se mêle à la brise fraîche du lac, tandis que les couchers de soleil embrasent l'horizon de teintes pastel. Pourtant, derrière cette façade idyllique se cachent des mystères insondables, des récits de disparition qui hantent encore les mémoires. Entre l'an 2005 et l'an 2012, une période où les réseaux sociaux commençaient à peine leur ascension fulgurante, Jönköping était un havre de paix. La criminalité, bien que présente, se limitait à des larcins mineurs et des altercations domestiques, reflétant le faible taux de criminalité observé dans les villes suédoises à cette époque. Cependant, c'est durant ces années que des personnes ont commencé à s'évaporer sans laisser de traces, comme absorbées par le néant. La première alerte retentit avec la disparition de Lina Karlsson, une étudiante de 23 ans à l'université pédagogique, en août 2005. Cette affaire, tout comme celles qui suivirent, suscita une vive émotion publique, car de telles disparitions étaient exceptionnellement rares dans la ville tranquille de Jönköping. Selon les statistiques alarmantes du commissariat local, les signalements de disparition ont bondi de 30% par rapport aux 7 années précédentes, un chiffre qui sonne comme un cri d'alarme. C'est dans ce contexte angoissant que Lina s'est volatilisée. Après une soirée entre amis, elle rentrait chez elle, aperçue pour la dernière fois aux alentours de minuit dans le quartier de Norra Tantorget. Des témoins se souviennent d'une jeune femme solitaire, semblant accablée de fatigue. Le lendemain, son absence en cours à l'université a immédiatement semé l'inquiétude. Lina, d'une ponctualité et d'un sérieux exemplaire, n'aurait jamais manqué un cours sans prévenir. Son téléphone restait désespérément muet. Rongés par l'angoisse, ses parents ont alerté la police. Une vaste opération de recherche a été lancée. Lina, une jeune femme pétillante, pleine de rêves et d'ambition, se destinait à devenir institutrice, un métier qu'elle embrassait avec une passion sincère pour les enfants. Selon ses proches, Lina ne semblait avoir ni ennemis, ni dettes importantes, ni problèmes susceptibles d'expliquer sa disparition. Ses réseaux sociaux, comme Instagram et Facebook, ne révélaient rien de suspect, aucune trace de conflit potentiel. L'examen minutieux de son appartement n'a révélé aucune marque de lutte ou d'enlèvement. Tout était à sa place, écartant ainsi l'hypothèse d'un cambriolage précipité. La porte était verrouillée de l'intérieur, ce qui, selon les experts, indiquait qu'elle était rentrée volontairement. L'absence d'indices de violence laissait les enquêteurs perplexes, soulevant une multitude de questions. Les statistiques montrent qu'environ 70% des personnes disparues sont retrouvées dans les 72 premières heures, ce qui rendait le temps un facteur crucial dans les recherches de Lina. Son sac à main, son portefeuille et ses clés étaient restés à son domicile. Seul son téléphone portable manquait à l'appel. La police ratissait la zone, interrogeant amis, connaissances et voisins. Au cœur du mystérieux lac Vättern, dont les profondeurs insondables atteignent par endroits 120 mètres, des plongeurs scrutaient les fonds accidentés, théâtre d'une quête désespérée. Partout dans la ville, des affiches placardées exhibaient le visage de Lina, son regard empreint d'espoir, mais en vain. Lina Karlsson s'était volatilisée, sans laisser la moindre trace. 3 ans plus tard, en octobre 2008, le destin frappa de nouveau. Tobias Andersson, 19 ans, disparut à son tour. Employé dans une usine de meubles locale réputée pour son savoir-faire ancestral, il devait retrouver sa petite amie en centre-ville ce soir-là. Des témoins rapportent qu'il était de bonne humeur, impatient de la revoir. Rien ne laissait présager l'horreur. Vers 19h, un appel téléphonique retentit. Tobias avait prévenu son ami de son retard, assurant qu'il serait bientôt de retour. Pourtant, depuis cet appel, silence radio. Homme discret et solitaire, Tobias était passionné par la pêche et les jeux vidéo. Bien qu'il n'ait jamais eu de démêlé avec la justice, ses proches connaissaient ses fragilités et sa tendance à la déprime. Sa disparition a semé l'effroi parmi ses proches, incapables d'imaginer ce qui avait pu lui arriver. Les recherches entreprises aux alentours de Jönköping se sont révélées aussi infructueuses que celles menées pour Lina, disparue précédemment. La police a méticuleusement exploré forêt et champs, explorant diverses pistes, de l'accident au suicide. Malgré tous leurs efforts, aucune trace, aucun indice n'a été découvert, laissant planer un mystère complet sur les raisons de son absence. L'absence de la moindre trace ne faisait qu'intensifier l'angoisse et alimenter les hypothèses les plus sombres. Chaque année, en Suède, près d'1 millier de personnes disparaissent sans laisser de traces, et seule une infime partie d'entre elles sont retrouvées. Cette triste réalité pesait lourdement sur le cœur des proches de Tobias. Seul le silence,
assourdissant, et le vent glacial, serpentant entre les arbres, chuchotait des espoirs déçus et des rêves perdus. L'écho, vagabondant dans cette sinistre vacuité, ne propageait qu'un seul nom, Sarah Bloom. C'était au mois de mai 2012, alors que le printemps commençait à peine à parer le monde de couleurs vives, que Sarah Bloom, 27 ans, s'était volatilisée. Sarah, infirmière à l'hôpital Saint-Luc, était l'âme d'une fête, rayonnant de joie de vivre et nouant facilement des liens avec les autres. Ses collègues et amis la décrivaient comme une personne attentionnée et bienveillante, toujours prête à rendre service. Ce soir fatidique, comme à son habitude, Sarah était partie courir le long des rives du lac Mincasjon, un lieu pittoresque, mais en même temps isolé, situé à quelques kilomètres de la ville. Depuis, elle n'a plus jamais été revue. L'enquête policière piétinait, ne révélant aucune trace de violence, aucune piste tangible susceptible d'éclairer les motivations obscures derrière la disparition de Sarah. Son entourage, uni dans l'incompréhension, dressait le portrait d'une jeune femme sans ennemi, libérée de toute dette ou tourment susceptible d'expliquer son absence. Sarah était appréciée de ses collègues et vivait une relation épanouie avec Michael, son fiancé depuis 5 ans. Le mariage approchait, promesse d'un avenir radieux. Chaque année, selon les statistiques du Centre national pour les personnes disparues et non identifiées, plus de 600 000 personnes disparaissent aux États-Unis. Si la plupart sont retrouvées saines et sauves en quelques jours ou semaines, un nombre considérable d'entre elles sombrent dans l'oubli, leur destin suspendu au limbe du temps. Sarah Bloom venait, hélas, grossir ses rangs, semblant victime d'une funeste fatalité, prise au piège d'un mauvais endroit, au mauvais moment. Les effets personnels de Sarah, parmi lesquels son téléphone et ses clés de maison, gisaient sur la rive du lac, tels des témoins silencieux d'une tragédie. La police avait d'abord envisagé la thèse de l'accident, une noyade. Pourtant, le corps restait introuvable, semant le doute et laissant un vide béant dans le cœur de ses proches. Le fiancé de Sarah et ses amis rejetaient catégoriquement cette hypothèse, rappelant ses excellentes compétences en natation et sa prudence près de l'eau. Ils refusaient de croire qu'elle aurait pu commettre une imprudence, connaissant les dangers potentiels. La disparition de Sarah, à l'instar d'autres événements mystérieux, se transforma en un véritable casse-tête pour le détective Jonas Eklund, un officier de police chevronné, fort de plus de 20 années passées à combattre le crime. Jonas, aguerri par des années de service, se distinguait par son esprit analytique et son intuition aiguisée. Il privilégiait une approche rationnelle, écartant toute explication mystique ou surnaturelle. Selon lui, derrière chaque crime se cachait un facteur humain, un mobile, un plan et un exécutant. Mais dans cette affaire, Jonas se heurtait à des difficultés sans précédent. L'absence totale de preuves, de témoins, de la moindre piste, transformait l'enquête en un labeur de Sisyphe. Les méthodes classiques, fondées sur la collecte d'éléments matériels et l'interrogation de témoins, se révélaient impuissantes. Jonas se sentait paralysé par un sentiment d'impuissance, une étreinte glaciale qui le tenait prisonnier, tandis que le temps s'évanouissait inexorablement, réduisant les chances de percer le mystère de la disparition de Sarah. Selon les statistiques, dans plus de 40% des affaires de disparition, les corps ne sont jamais retrouvés, ce qui complique considérablement l'enquête et laisse les proches dans un état d'incertitude insoutenable. Une statistique accablante qui soulignait la difficulté de résoudre de telles affaires, en particulier en l'absence de preuves ou de témoins. Le détective Jonas consacrait de longues heures à examiner méticuleusement les dossiers. Il feuilletait des rapports jaunis par le temps, interrogeait sans relâche les rares témoins, mais se heurtait toujours à une impasse. Comme évaporé, confiait Jonas à ses collègues, la voix empreinte de désespoir, ils n'ont laissé derrière eux aucune piste, aucune trace. Comme s'ils n'avaient jamais existé. La disparition de Lina, Tobias et Sarah étaient devenus pour Jonas une obsession, une croisade personnelle. Il ne pouvait se résoudre à l'idée que le ou les coupables de leur disparition continuent de se promener en liberté, tandis que les familles des victimes sombraient dans un abîme d'incertitude et de chagrin inconsolable. Le sens de la responsabilité professionnelle, qui avait toujours été une partie intégrante de sa nature, s'était désormais mué en un fardeau accablant. Jonas ressentait une culpabilité profonde face à son incapacité à aider, à élucider ce mystère ténébreux. Faute de preuves tangibles, il décida de se concentrer sur l'élaboration de portraits psychologiques des disparus. Il traquait les moindres détails susceptibles d'éclairer leur monde intérieur, leurs motivations et leurs craintes. Il s'efforçait de comprendre ce qui pouvait unir ces individus si différents, quelles circonstances pouvaient les avoir rendus vulnérables à un criminel. Lina, une jeune femme de 26 ans à la beauté rayonnante, dotée d'une excellente éducation, menait une carrière prometteuse dans le domaine du design. Tobias,
un homme d'âge mûr de 47 ans, se distinguait par son caractère renfermé, sa tendance à la déprime et son mode de vie solitaire. Sarah, une femme de 32 ans énergique et pétillante, véritable âme de la fête, prospérait dans les affaires et était entourée d'une multitude d'amis. À première vue, absolument rien ne les reliait, aucune connexion, aucune intersection dans le passé. Et cette absence de lien ne faisait qu'exacerber le désespoir de Jonas, rendant la résolution de l'énigme encore plus inaccessible. Selon une vieille maxime de la détection, ce sont souvent les liens les plus inattendus et les détails les plus insignifiants qui s'avèrent être la clé pour résoudre les crimes les plus complexes. Jonas le savait pertinemment et continuait de creuser, obstinément, dans l'espoir de trouver le fil conducteur qui relierait ces 3 disparitions, en apparence totalement déconnectées. Malgré l'absence de liens évidents, Jonas ne perdait pas espoir, animé par la volonté de percer le mystère qui unissait ces 3 événements tragiques. Il analysait minutieusement chaque détail, à l'affût de schémas, d'allusions cachées qui pourraient indiquer une cause commune. Dans son esprit, les scénarios les plus sombres défilaient, des actes d'un tueur en série à un enlèvement crapuleux, en passant par la traite d'êtres humains ou une mise en scène de suicide. Cependant, aucune de ces versions n'expliquait entièrement les circonstances. Peut-être est-ce simplement un concours de circonstances tragiques, une coïncidence fortuite, songeait Jonas. Mais je ne peux écarter avec certitude un lien entre ces événements tant que je n'aurai pas découvert la moindre preuve confirmant mes soupçons. Un espoir naquit lorsqu'en examinant les photos du lieu de la disparition de Sarah, Jonas remarqua un étrange symbole gravé sur l'écorce d'un arbre au bord du lac. Il s'agissait d'un cercle à l'intérieur duquel était dessinée une croix inversée. De tels symboles, souvent chargés d'histoire et de culture, pouvaient révéler des croyances particulières ou une appartenance à un groupe spécifique. Au cœur de son enquête sur les disparitions survenues dans la région de Jönköping, l'inspecteur Jonas se retrouva plongé dans un univers sombre et méconnu. Un symbole énigmatique, découvert au cours de ses investigations, le guida vers des sphères ésotériques insoupçonnées. Ce symbole, composé d'une croix inversée et d'un cercle, laissa Jonas perplexe. La croix inversée, souvent associée à des sentiments antichrétiens et parfois utilisée dans des rituels sataniques, et le cercle, symbole d'éternité et de protection, semblait ici détourné de leur signification première. Intrigué, Jonas consulta des experts en symbolisme, leur soumettant une photographie de la mystérieuse marque. Après un examen minutieux, les spécialistes émirent l'hypothèse d'une origine occulte, potentiellement liée au satanisme ou à la magie noire. De tels symboles, expliquèrent-ils, sont fréquemment employés dans des cérémonies visant à invoquer des forces obscures ou à nuire à autrui. Cette révélation donna à Jonas un nouvel élan dans son enquête. L'apparition de ce symbole occulte laissait supposer l'implication d'un groupe ou d'une organisation adepte des arts sombres dans les récentes disparitions. Désormais, Jonas devait déterminer la véracité de ses soupçons et explorer cette nouvelle piste. Le symbole qu'il avait découvert était comme une clé ouvrant la porte d'un monde de mystère, où la réalité se mêlait à la mystique et où des vies humaines étaient réduites à de simples pions dans un jeu sinistre. Jonas s'était plongé corps et âme dans l'étude des sociétés occultes, interrogeant leurs membres, compulsant leurs rituels, traquant le moindre indice de sacrifice. Cette obsession lui était venue suite à une série de disparitions troublantes dans les forêts près de Jönköping. Les rumeurs les plus sombres évoquaient l'implication de forces obscures. Malgré ses efforts acharnés, l'enquête piétinait. Aucune preuve tangible ne liait les disparus, Lina, Tobias et Sarah, aux sectes qui l'avaient épluché. Même le symbole gravé sur un arbre, découvert au cœur des bois, s'avérait être une fausse piste, un simple acte de vandalisme peut-être. Il faut dire que la fascination pour l'occultisme est profondément ancrée dans l'histoire scandinave. Dès l'époque des Vikings, des cultes dédiés aux anciens dieux et aux forces de la nature existaient. Au Moyen Âge, la christianisation avait réprimé ces pratiques païennes, sans pour autant les éradiquer. Elles survivaient, tapies dans l'ombre des sociétés secrètes et des traditions populaires. Au XIXe et XXe siècle, un regain d'intérêt pour l'ésotérisme avait émergé avec la théosophie et l'anthroposophie. Jonas, épuisé et désabusé, avait l'impression d'être revenu à la case départ. Le temps s'écoulait inexorablement, et l'espoir de retrouver les disparus s'amenuisait de jour en jour. Plusieurs mois après la disparition de Sarah, un message anonyme parvint au commissariat. Une simple feuille de papier, couverte d'une écriture manuscrite, ne portait qu'une seule phrase, « Il les emmène dans la forêt ». Cette brève missive, tel un rayon de lumière dans l'obscurité, offrait une nouvelle piste à l'enquête et soulevait d'innombrables interrogations. Qui était ce « il » ? Dans quelle partie de la forêt les emmenait-il ? Et qui était l'auteur de ce mystérieux message ?
Le pli ne contenait ni signature ni adresse de retour, plongeant Jonas dans un profond état d'incertitude. Fallait-il accorder foi à ces mots, ou n'était-ce qu'une mauvaise plaisanterie, une farce cruelle destinée à embrouiller une enquête déjà complexe? Malgré ses doutes, son devoir professionnel et l'espoir de trouver le moindre indice prirent le dessus. Jonas ordonna le lancement d'une vaste opération de ratissage des massifs forestiers entourant Jönköping. Telle une armée de fourmis, des centaines de personnes ont envahi la forêt. Policiers en uniforme, maîtres chiens accompagnés de leurs fidèles compagnons, volontaires animés par la compassion et l'espoir, tous scrutaient le terrain. Mètre après mètre, ils exploraient les profondeurs boisées, guettant le moindre indice, un lambeau de tissu, une branche brisée, un signe infime qui les mènerait aux disparus. C'est alors que, dans un recoin isolé, non loin d'une scierie à l'abandon, l'équipe de recherche fit une découverte macabre, une scène d'horreur qui glaça le sang. L'endroit était sans conteste le théâtre d'abominables rituels. Des traces de sang maculaient le sol, mêlées à des ossements d'animaux et des mèches de cheveux humains. Des symboles occultes, gravés avec une précision sinistre sur les troncs d'arbres, semblaient raconter les sombres cérémonies qui s'étaient déroulées en ce lieu maudit. Des pentagrammes, des croix inversées, des runes. Autant de signes associés au satanisme et à la magie noire, dont l'usage rituel plonge ses racines dans les croyances médiévales liées aux démons et aux sacrifices. La découverte sema l'effroi et confirma les pires craintes, les disparus avaient été les victimes d'un crime cruel et raffiné, dont les motifs échappaient à toute logique humaine. Non loin de là, les restes de 3 personnes furent exhumés, plongeant la région dans un état de choc et d'effroi. L'analyse génétique, menée avec une rigueur absolue, leva le voile sur l'atroce vérité. Il s'agissait de Lina Carlsson, Tobias Andersson et Sarah Bloom, dont les disparitions restaient un mystère jusqu'alors. Bien que l'identification des victimes ait constitué une avancée significative dans l'enquête, elle n'a fait qu'attiser les flammes, laissant en suspens la question cruciale: qui était responsable de ces actes monstrueux qui ont coûté la vie à 3 innocents? Jonas, un détective chevronné, a orienté son investigation vers un résident local nommé Anders Nilsson. Anders, en apparence, incarnait la discrétion et le silence. Forestier de profession, il menait une existence solitaire dans une modeste cabane, nichée à la lisière d'une forêt dense. Son cercle social était pratiquement inexistant, ce qui ne faisait qu'amplifier l'aura de mystère qui l'entourait. Cependant, en creusant plus profondément, Jonas a découvert qu'un passé sombre se dissimulait derrière cette façade de calme et d'isolement. Il s'est avéré qu'Anders avait souffert de graves troubles mentaux, nécessitant son hospitalisation et un traitement en clinique psychiatrique. Cette révélation a éveillé de profondes inquiétudes chez Jonas. Des études ont démontré que les individus atteints de troubles psychiques, en particulier ceux qui ne reçoivent pas de soins appropriés, peuvent être plus enclins à commettre des crimes violents. Les statistiques indiquent qu'environ 15% des meurtriers ont des antécédents de maladies psychiatriques. Anders était rongé par une profonde dépression et des hallucinations lancinantes qui torturaient son esprit. Lors d'une perquisition à son domicile, des objets sinistres révélèrent son intérêt pour l'occultisme, des ouvrages anciens regorgeant de rituels mystérieux, d'étranges objets dont la fonction demeurait obscure, et les photographies de 3 personnes: Lina, Tobias et Sarah. Ces clichés étaient couverts de notes énigmatiques et de symboles, tels des clés d'un code macabre. Rapidement appréhendé, Anders finit par avouer ses meurtres barbares lors de son interrogatoire, accablé par les preuves et sa propre démence. Son récit était un tissu d'égarement et d'épouvante. Il affirmait entendre des voix lui ordonnant de tuer, des voix qui lui chuchotaient que ses victimes avaient été choisies par des forces démoniaques. Les motivations d'Anders restaient floues et contradictoires, comme issues de la folie elle-même. Il était incapable d'expliquer clairement pourquoi ces individus avaient été ses proies. Il répétait seulement qu'ils lui paraissaient de purs et innocents, comme si leur mort devait satisfaire un besoin pervers de sacrifice. Dans l'ombre sinistre des crimes maniaques, une logique perverse se dessine. Les tueurs, souvent en proie à des troubles mentaux profonds, ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Elles incarnent, à leurs yeux, des symboles puissants: l'innocence, la pureté, ou d'autres abstractions torturées. Le docteur William Blake, dans son ouvrage Crime maniaque, Psychologie et motivation aux 6e édition, page 139, souligne que ces victimes deviennent l'expression symbolique des conflits intérieurs qui rongent l'assassin. Anders Nilsson, un homme consumé par les ténèbres, était convaincu qu'en ôtant la vie à des innocents, il atteindrait une forme d'absolution. Cette obsession maniaque l'a conduit à semer la terreur dans la paisible ville suédoise de Jönköping. Des disparitions mystérieuses ont plongé la communauté dans l'angoisse. Rapidement, les soupçons se sont portés sur Anders,
qui résidait à proximité des lieux où les victimes avaient été vues pour la dernière fois. L'enquête a révélé des preuves accablantes de son implication. Des effets personnels des disparus ont été retrouvés à son domicile, ainsi que des traces de violence sur les restes découverts. Une évaluation psychiatrique approfondie a confirmé qu'Anders souffrait d'une schizophrénie sévère. Cette maladie mentale altérait sa capacité à comprendre la nature de ses actes et à les contrôler. Les experts ont unanimement conclu qu'il était irresponsable de ces crimes. Le procès d'Anders Nilsson s'est mué en un dédale moral et juridique complexe. L'opinion publique, submergée par le chagrin et la colère, réclamait une sentence exemplaire pour l'assassin. Cependant, la Cour devait impérativement considérer les conclusions de l'expertise psychiatrique et rendre un verdict fondé sur les principes de justice et de compassion envers un individu atteint d'une grave maladie mentale. Au terme des délibérations, le tribunal a déclaré Anders Nilsson irresponsable de ses actes et a ordonné son internement dans un établissement psychiatrique fermé. Toute perspective d'un retour à une vie libre lui a été définitivement refusée. L'affaire Anders Nilsson a laissé une cicatrice profonde dans la mémoire collective de Jönköping. La peur et la méfiance se sont insinuées dans les cœurs. Les habitants évitaient de se promener dans les bois, surtout à la tombée de la nuit. Le sentiment de sécurité et de sérénité, autrefois partie intégrante de la vie de la ville, était irrémédiablement perdu. La tragédie de Jönköping a rappelé à tous la fragilité de l'esprit humain et l'importance cruciale d'offrir une aide rapide aux personnes souffrant de troubles mentaux, afin d'éviter d'éventuels drames. La santé mentale, à l'instar de la santé physique, exige une attention particulière. La négliger peut entraîner des conséquences désastreuses, comme l'illustre tragiquement l'affaire Anders Nilsson et ses victimes. Ce drame continue de susciter des débats passionnés au sein de la communauté scientifique, soulevant des questions cruciales sur la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux et sur la frontière ténue entre la maladie et le mal. Les familles de Lina, Tobias et Sarah n'ont jamais pu se remettre de leur disparition brutale. La douleur et le chagrin ont envahi leur vie, assombrissant chaque jour et les confrontant sans cesse à cette question lancinante, pourquoi eux? Jonas Eklund, le détective chargé de l'enquête, a démissionné peu après sa conclusion. Les images des victimes, figées dans la terreur et le désespoir, le hantaient jour et nuit. Un sentiment de culpabilité l'accablait, convaincu de n'avoir pu empêcher cette tragédie. L'histoire des disparitions de Jönköping est un rappel glaçant de la fragilité de la vie humaine et de la profondeur des abîmes de la folie, tapis au cœur de personnes ordinaires. Elle témoigne de la facilité avec laquelle un monde peut être détruit, de la rapidité avec laquelle l'espoir s'éteint et du fardeau insupportable du deuil. On estime à plus de 800 000 le nombre de personnes qui meurent chaque année dans le monde des suites d'actes de violence. Ces statistiques désolantes mettent en lumière une réalité glaçante, la tragédie de Jönköping n'est, hélas, pas un cas isolé. Elle souligne avec force l'impérieuse nécessité de prendre conscience du danger insidieux que représente la violence et d'adopter des mesures préventives efficaces. Ce récit funeste nous invite à une introspection profonde. Connaissons-nous réellement ceux qui partagent notre quotidien? Les psychologues nous mettent en garde, même les êtres les plus proches peuvent dissimuler des intentions et des penchants insoupçonnés. Il est donc crucial de faire preuve d'une vigilance accrue et de détecter les signes avant-coureurs d'un comportement anormal. Soyons attentifs à la souffrance d'autrui, car souvent, c'est le soutien et la compréhension de notre entourage qui permettent de surmonter les épreuves les plus difficiles. L'histoire des disparitions de Jönköping est un avertissement poignant, elle nous rappelle la facilité avec laquelle on peut devenir une victime et la difficulté de résister aux forces du mal. Elle nous exhorte à la vigilance, à la compassion et à la promptitude à secourir ceux qui sont dans le besoin. Cette tragédie restera gravée dans les mémoires comme un rappel poignant de la fragilité de la vie humaine et de la nécessité de lutter sans relâche pour un monde plus sûr et plus bienveillant. L'humanité parviendra-t-elle un jour à percer les motivations obscures qui poussent les criminels à commettre l'irréparable? Dans un monde où l'ombre guette, la question lancinante de la prévention des tragédies et de la protection de la société contre les individus sombre hante les esprits depuis des siècles. Philosophes, criminologues, citoyens ordinaires, tous cherchent des réponses, mais la vérité reste insaisissable. La psychologie criminelle s'aventure dans les méandres de l'esprit criminel, scrutant les influences qui façonnent leurs actions. Les études révèlent un réseau complexe de facteurs, prédispositions génétiques, environnement social toxique, traumatisme profond, troubles mentaux insidieux et l'emprise des substances illicites. Pourtant, au cœur de cette complexité, le libre arbitre persiste. L'individu demeure maître de son choix entre le bien et le mal. L'histoire est jalonnée d'exemples troublants, des individus insoupçonnables qui basculent dans l'horreur. Jacques l'Éventreur,
dont l'identité reste un mystère insondable, ou Ted Bundy, ce jeune homme charismatique et cultivé qui ôta la vie à plus de 30 femmes. Ces cas glaçants illustrent la capacité du mal à se dissimuler sous le voile de la normalité, rendant sa détection précoce presque impossible. La tragédie de Jönköping en est une illustration poignante. Dans cette paisible ville suédoise, une vague de meurtres sauvages a brisé la tranquillité. Un rappel brutal que même dans les recoins les plus sereins du monde, le mal peut se tapir, prêt à surgir à tout moment. La prise de conscience des problèmes et l'aspiration à la justice sont les deux piliers sur lesquels repose une société sûre. Il est impératif d'améliorer les méthodes d'identification des criminels potentiels, de soutenir ceux qui sont à risque et de créer un environnement où la criminalité ne peut prospérer. De plus, il est crucial de se souvenir que la punition pour les méfaits commis est inéluctable, car c'est la seule façon de dissuader certains de franchir la ligne rouge. Protéger la société contre la criminalité est une tâche complexe et multidimensionnelle qui exige les efforts de tous. Il est nécessaire d'unir les forces des organismes d'application de la loi, des services sociaux, des psychologues, des éducateurs et, bien sûr, des citoyens ordinaires. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons rendre le monde un peu meilleur et plus sûr, en empêchant les ténèbres de l'emporter.